Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez ce plateau spécial, votre émission. Nous parlons de la RDC et la Belgique, la réconciliation. 1960, 2022, 62 ans se sont écoulés. Les Congolais se rappellent de cette date historique, date à laquelle le Congo a accédé à son indépendance. Aujourd'hui, nous attendons la commémoration de cette date historique, le 30 juin 2022. On parle de la réconciliation, vérité, réconciliation avec la Belgique. Ça prouve qu'il y a un problème qui ne va pas entre les deux pays. Il faut normaliser les relations. Pour ce faire, je reçois sur ce plateau Monsieur Abraham Mbaye Kanyinda, à qui je dis bonjour. Bonjour. Monsieur Abraham Mbaye Kanyinda n'est pas n'importe qui. Il est expert en relations internationales, historien des relations nord-sud. Il est également doyen des chroniqueurs des politiques étrangères depuis 1975 et il est également dans la fonction publique internationale en Belgique. Monsieur Mbaye Kanyinda, la question qui se pose est celle de savoir qu'est-ce qu'il y a eu entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique qui nécessite une réconciliation. Vous avez d'une part le Royaume de Belgique qui est le produit d'une histoire européenne, une révolution brabançonne, qui est le produit de la naissance d'un petit État parmi des États puissants, qui aura une ambition qui sera celle du roi Léopold II. Et vous avez une république qui naît de la volonté des Congolais réunis à la table ronde pour autre chose que l'indépendance, volonté qui conduira justement à l'indépendance. Et entre les deux, il y a un contentieux. Ce contentieux est lié à la vérité. À la vérité. Maintenant, il faut la vérité et la réconciliation. On parle de la réconciliation car il y a eu un problème, n'est-ce pas? Le problème a été précisé par le roi lui-même et par la commission qui a été mise en place en Belgique, Vérité et Réconciliation. Il faut savoir que cette commission intervient après celle de 1904, déjà, qui devait faire la vérité sur les crimes du régime léopoldien. Il y a une vérité, un problème de vérité sur ce qui s'est passé, la connaissance du passé et le pardon par rapport au passé. Telles sont les conditions d'un nouvel avenir. Comment Léopold II est-il d'abord devenu propriétaire de l'État indépendant du Congo? Comment il est devenu propriétaire? Je veux quand même que vous puissiez fixer la fiction d'État. C'était quoi devenir propriétaire de l'État du Congo? Juridiquement parlant, est-ce que ça s'explique? Le 29 mai 1885 sort ce décret surprenant dans lequel nous apprenons que l'Association internationale du Congo a demandé au roi Léopold II d'être son patron et qu'elle change de nom pour devenir l'État indépendant du Congo et prend également l'hymne de l'Association internationale africaine. Seulement voilà, le problème c'est que ce décret ne figure ni au Moniteur belge, alors que c'est un décret royal et qu'en Belgique, les actes du roi sont couverts par un ministre. Par un ministre qui signe. Qui signe, et que donc l'existence juridique en droit belge est inexistante. Mais en même temps, quand vous regardez au journal officiel de l'État indépendant du Congo, ce décret n'existe pas non plus. Le seul acte que vous avez, c'est lorsque le roi décide que les terres vacantes deviennent sa propriété privée, domaine de la couronne. Juridiquement parlant? C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, il faut revenir à la parole du roi Léopold II lui-même. Il dit: vous aurez mon Congo, vous ne saurez pas ce que j'y ai fait. Et ce qu'il y a fait, c'est tout simplement de créer une fiction en contournant tout le monde. D'abord, les signataires de Berlin. Il promet que ce sera un territoire ouvert à tous. Et donc, lorsque l'association internationale avec le colonel Strauss se trouve à la conférence de Berlin, c'est parce que tout le monde s'imagine qu'il pourra commercer en toute liberté. Et soudain, d'abord sur le problème des cartes, il modifie secrètement la carte qu'il échange avec Bismarck en ajoutant
le sud du pays, fait toute une série de manœuvres, en s'appuyant sur quoi? Quelles sont ses prétentions? Revenons au point de départ. Voilà. Le roi Léopold II réunit à Bruxelles la conférence géographique de Bruxelles, but affirmé, apporter la civilisation et la connaissance géographique. Tout le monde vient. Et soudain, il change l'appellation de cette association qui devient l'association internationale, le Haut Comité d'études du Haut-Congo. C'est le Haut Comité d'études du Haut-Congo qui engage Tanlay, et c'est le Haut Comité du Haut-Congo qui engage Tipo-Type, le principal marchand d'esclaves, Oui, nous allons parler des typotypes d'Iran. pour amener donc à collecter le plus de documents, soi-disant d'actes de cession de souveraineté, que l'on va leur présenter partout, notamment au Sénat américain, pour dire qu'il y a une volonté qui s'est exprimée à la base de confier alors au roi Léopold II le pouvoir sur l'ensemble de ce territoire. Or, ces actes n'ont aucune valeur juridique parce que l'Association internationale africaine n'est rien d'autre qu'une association, une ASBL, n'a pas de personnalité juridique, c'est ce que disent notamment les historiens et les juristes de l'époque à Gand et ailleurs, qui disent au roi, mais et même aujourd'hui, beaucoup d'historiens, de juristes disent que, effectivement, l'association internationale africaine était une coquille vide. Dès lors, quelle est cette coquille vide qui peut avoir le pouvoir légal de négocier d'abord l'annexion du Congo à la Belgique, et en vertu de quoi Léopold II pouvait se prévaloir d'un pouvoir aussi puissant sur l'ensemble de ses territoires? On comprend que la seule manière de faire pour lui, ce sera la force publique et les drames que l'on connaît dans le contexte, l'affaire des caoutchoucs et autres. Alors c'est ce qui me donne le pouvoir de pouvoir vous poser certaines questions en relation avec la fortune du roi Léopold II. Cette fortune venait d'où et comment il est devenu sur le plan personnel? C'est un homme riche. Sur le plan personnel, le roi Léopold II hérite d'une fortune, il a une cassette royale, c'est vrai. Seulement, il investit personnellement tout son argent dans l'aventure congolaise. Voilà pourquoi il emprunte à 2 reprises à l'État belge, sous la condition que si vous ne rendez pas l'emprunt, vous devez céder le Congo à la Belgique. Voilà pourquoi, en somme, le roi a vendu le Congo à la Belgique, ne l'a pas donné. D'autre part, au moment où les finances du roi sont vraiment en difficulté, c'est l'invention du caoutchouc, c'est l'invention de la roue. Voilà. Et donc à ce moment-là, plus vous sortez le caoutchouc, plus vous avez alors de l'argent. Et alors c'est là que viendront les instructions. Vous savez, il divise le Congo en 3 zones. Vous avez le domaine de la couronne qui lui appartient à lui-même, où il y a des sociétés comme la Bire et l'Anversoise qui font le commerce du caoutchouc. Puis il y a d'autres zones qui vont vers la Fort-Minière ou l'Union minière. Et donc, dans ces zones-là, justement, c'est là qu'on aura les fameuses affaires des mains coupées, c'est-à-dire qu'on posera comme condition aux gens, soit vous donnez... Il fallait utiliser la brutalité. Mais c'est parce que l'État, c'est l'artifice d'un seul. Le despote, en l'espèce. L'État, c'est l'artifice de quelques-uns, une oligarchie. L'État, c'est l'artifice de tous, le démos, la démocratie. En l'espèce, ici, on a l'État d'un seul. Et ce seul-là n'a d'ailleurs jamais voyagé au Congo. Lui-même? Lui-même n'a jamais voyagé. Et le problème de droit, c'est qu'entre lui et le Congo, il n'y a en fait aucune relation juridique. Ce sont des voies de fait, ce sont des faits de violence. On peut dire qu'il était très prudent ou très malin. Il était malin, mais en même temps, il était servi par des prodigieux intellectuels comme les Banning, les Lambermont, le général Strauss. Il savait s'entourer vraiment de gens qui voyaient vraiment très très loin. Et donc en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en fait, le roi Léopold II investit sa fortune dans le Congo. Pour avoir plus d'argent, il emprunte à la Belgique, et en l'espèce avec l'obligation de pouvoir céder à la Belgique. Et en même temps, il s'enrichit alors
dans le contexte de cette affaire du caoutchouc rouge, provoquant alors les scandales, les enquêtes de Washington Williams, Morel, le rapport Casemont de 1904, et donc l'obligation de céder le Congo à la Belgique, et donc d'une certaine manière de protéger sa fortune et ses arrières. Dites-moi d'abord, quelle différence établissez-vous entre les rois Léopold II, Oui. les rois Baudouin et les rois Philippe actuellement? Apparemment, ces gens-là n'ont pas la même philosophie sur tout ce qui se passe au Congo. Absolument pas, absolument pas. Le roi Léopold II n'a jamais été au Congo. Pour lui, Mais il rentre dans un paradigme qui était le devoir de civilisation. Quand ils viennent... Victor Hugo disait, parce qu'il y avait un consensus en Europe à ce moment-là, Victor Hugo disait, jetez votre trop-plein sur cette Afrique et vous aurez résolu la question sociale. Marx écrivait, la bourgeoisie a été révolutionnaire parce qu'elle a colonisé l'Inde. Tout le monde était dans l'idée qu'il y avait une seule civilisation et cette civilisation, on allait l'apporter aux autres et qu'en leur apportant la civilisation, on leur rendait service. La conférence anti-esclavagiste de Bruxelles, que couvre le roi Léopold II, commence par un chant de Louis Delmer, peuple noir, dans ton dur esclavage, arme-toi de courage, nous viendrons à ton secours au cri de la liberté. Donc on vient avec le paravent philanthropique. En réalité, on est dans une logique purement d'enrichissement. Le roi Baudouin, lui, Oui. ce roi qui ne souriait pas et qui soudain sourit, enfin, lors de son premier voyage au Congo, et qui, parfois, en tant que prince, écrit au Premier ministre en disant que ça va pas assez vite au Congo, mais qui ne le dit pas officiellement. Ce roi qui, à un moment donné, après la guerre, s'imagine être dans une logique prochaine comme la reine Victoria, qui est là, le Commonwealth, et beaucoup de pays sur lesquels vous régnez. Et donc, dans son esprit, le futur Congo, il sera le roi d'une communauté belgo-congolaise. Hein? Okay. Et donc, il va fonctionner sous ce paradigme-là, donc dans une continuité léopoldienne, avec des réformes qu'il pense vouloir apporter, d'où le discours qu'il prononce contre Patrice Lumumba, à la fois le discours public et le discours caché, qui est encore plus percutant, tandis que le roi Philippe n'a pas connu la période coloniale. Voilà. C'est le seul qui n'a pas connu la période coloniale. Il est dans une époque totalement nouvelle. On ne parle plus de développement, mais de développement durable. Le développement durable signifie qu'il y a des problèmes au nord et des problèmes au sud. Il est dans une Belgique où vous trouvez des Bertin Mampaka, des personnes d'origine congolaise qui occupent des fonctions importantes. Oui. Hein, et dans une époque totalement nouvelle où on a besoin du Congo exactement comme on avait eu besoin du Congo lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est parce que le Congo, la carte congolaise fut jouée par la Belgique qu'elle fut gagnante. Aujourd'hui, si la Belgique veut devenir ce qu'elle était au sortir de la guerre, il lui faut jouer la carte du Congo. Nous avons parlé de Lumumba maintenant, plutôt du roi Baudouin. Comment trouvez-vous la dynamique entre les discours de roi Baudouin, plutôt le roi Philippe, et les discours de Lumumba? Apparemment, il y a un certain dynamisme qui a fait qu'il y a une dynamique qui a fait que ces deux-là puissent avoir un discours presque commun, presque semblable. Patrice Lumumba dit une chose qui est fabuleuse, parce que quand on regarde l'âge qu'il avait, l'époque qui était la sienne, il dit que vous vous êtes emparé de nos terres et vous avez donné un vernis juridique à l'imposture. Vous nous avez mis en cage et vous avez voulu nous imposer contre notre volonté ce que nous ne voulions pas. Et Philippe vient dire, nous reconnaissons effectivement que nous avons commis des choses affreuses, aussi bien au moment de la période léopoldienne qu'au moment de la période coloniale, et nous sommes prêts à construire un nouvel avenir. Voilà pourquoi je n'arrête pas de dire que c'est le plus grand des rois belges. Le roi Philippe. Ah oui, c'est le plus grand parce que, qu'est-ce qu'il fait ? Il remonte
avant la conférence de Berlin. Parce que quand il dit les drames du passé, les tragédies du passé, la première tragédie, c'est lorsque, à Berlin, des gens se mettent assis et découpent toute l'Afrique en petits morceaux. On donne à celui-ci, on donne à celui-là, on ne regarde pas les frontières, et en même temps, on va réprimer très sévèrement la répression, parce qu'après, quand les gens vont résister à cela, on va les massacrer. Et donc lui remonte pour dire, aussi bien ce que fit mon ancêtre, que ce qui a été fait sous le Congo belge, fait problème, il nous faut absolument avancer là-dedans. Et là où le roi Philippe, c'est pour ça que je dis, c'est le plus grand c'est roi. le constructeur. Là, on a dit du roi Léopold II qu'il était le roi bâtisseur. Mais oui, il a bâti la Belgique, le parc Josaphat, le château du Belvédère, avec l'argent du Congo, la ville de Gand, etc. De très très belles pagodes chinoises. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore... il y aurait eu le coltan, il aurait fait encore pire, puisque mais à l'époque c'était c'était le caoutchouc, c'était le caoutchouc qui était la chose désirée par tous. Mais c'est surtout le caoutchouc, parce que le boom du caoutchouc, vous imaginez, le monde entier a besoin de roues, de voitures qui roulent, etc., etc. Comme aujourd'hui, les gens ont besoin du coltan pour les GSM et de tous nos minerais. Oui. Et c'est donc ce contexte-là qui fait que lui, il était ce qu'il était. Par contre, le roi Philippe, lui, a anticipé sur l'avenir. C'est-à-dire, nous sommes dans un contexte totalement nouveau. Nous sommes dans un contexte où, depuis la conférence de Durban, il y a toute la réflexion, la qualification de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Il y a toutes les réflexions, les drames qu'il y a eu aux États-Unis de racisme, les drames de racisme qu'il y a également à l'intérieur de la Belgique. Il faut bien se souvenir que le roi prononce son discours après qu'il y ait une commission des Nations Unies, un groupe de travail des Nations Unies qui est souligné qu'il y avait à l'intérieur de la Belgique aujourd'hui des discriminations qui sont le produit justement de la rationalité coloniale. Je suis très content d'apprendre et de soutenir aussi que l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais eux-mêmes. Et vous en êtes un. Donc je suis très fier de vous. Mais parlez-nous un peu de l'enquête parlementaire belge. Ça se focalise sur quoi? Sur ce que le Congo a connu comme exactions, je ne sais pas comment qualifier ces horreurs que le Congo a connues. Pourquoi il y a eu une enquête des parlementaires belges? Bon, comparons deux circonstances. Le roi Léopold II, pendant des semaines, dans son château, brûle ses archives et déclare: ils auront mon Congo, ils ne sauront pas ce que j'y ai fait. Mais entre-temps, une campagne se déclenche. Morel et tous les autres se battent et on l'oblige à accepter une commission d'enquête de 1904. Et cette commission d'enquête débouche alors sur toute la dynamique qui va conduire à l'annexion et à la charte coloniale qui, elle aussi, pose problème dans la mesure où, dès le départ, à partir du moment où le roi n'était pas propriétaire du Congo, il ne pouvait pas le céder. On ne peut céder que ce que l'on possède. Enfin, voilà. Donc, c'est dire qu'on entre dans une époque totalement nouvelle. Et c'est parce que cette époque est nouvelle que tout devient possible. C'est-à-dire qu'avec le roi Philippe, c'est tout à fait différent. Il, suivant un certain nombre de points de vue, de pression, parce que c'est un intellectuel qui lit énormément et il est très, 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 très attentif aux réalités du temps présent. Il a une femme aussi qui est très très attentive, qui me fait penser à la reine Astrid. Je rappelle aux téléspectateurs que vous étiez dans la délégation du roi. Non, je n'étais pas dans la délégation, mais j'étais dans le prolongement, dans le mouvement. Je suis arrivé pratiquement en même temps que lui. Et vous êtes les uns et les autres à m'avoir sollicité pour éclairer un certain nombre de choses. Ce que j'ai fait, ce que je fais avec plaisir. Et donc, on vous a vu avec mais c'est pas important, bon, ça. C'est pas important. Ça, c'est pas important. Ça, c'est pas important. Je ne travaille pas pour le roi des Belges, rassurez-vous. Non, mais j'observe avec plaisir, avec satisfaction, que voilà un roi qui a déclenché
en Belgique une mécanique qui devient incontournable. C'est-à-dire que de la même manière que le roi Léopold II voulait tout cacher, lui, il a créé une dynamique vérité-réconciliation. Commission d'enquête. Donc, dès qu'il a parlé, il y a une commission d'enquête qui a été mise en place, Vérité et Réconciliation, qui a sorti un rapport de, je crois, plus de 800 pages, Oui, moi, qui aborde... Souci, qui aborde s'il vous plaît, M. Mbaye, oui. Mon souci, c'est que je vais... L'enquête est sur quoi? L'enquête, c'est, déterminer l'histoire du passé colonial. Que s'est-il passé? Voilà. Qui a fait quoi? Ils ont été même... quelles sont les sociétés qui ont fait quoi, etc. Ils ont été en profondeur. Et cette commission était constituée à la fois de Belges, mais aussi d'historiens, de scientifiques, d'intellectuels, congolais, rwandais, burundais, etc. Complexes. Et ils continuent encore dans leurs enquêtes pour alimenter vraiment leur rapport final. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? D'un côté, qui a fait quoi? Deuxièmement, que faut-il faire? On aborde le problème de la vérité, on aborde le problème de la réparation. Et ce qui est une des questions majeures, pourquoi le roi n'a pas dit, lui, pardon? Parce qu'en Belgique, le roi règne mais ne gouverne pas. Donc, immédiatement, il a créé cette dynamique de la commission d'enquête. Alors, quel est le résultat? Le résultat immédiat, c'est que quand le président quand le roi a dit aux Congolais, je réitère mes regrets, eh bien, le président de la Chambre belge a répondu, oui, qu'on parle de regrets, qu'on parle de pardon, ok, on peut le faire, mais selon la logique juridique en Belgique, celui qui commet une faute doit réparation pour les fautes qu'il a commises. Et donc, même les écologistes qui disent qu'il faut effectivement parler de ce passé, que la vérité soit connue parce qu'elle était cachée, parce que celui qui disait la vérité, il pouvait trouver la mort. On connaît le cas de Patrice. Mais en même temps, cela doit déboucher sur des réparations concrètes, cela doit déboucher sur un travail en profondeur. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est là que le vice-premier ministre qui a parlé pour le gouvernement belge, en l'absence du Premier ministre Thomas de Croo, a dit « Nous attendons les conclusions finales de la commission sur le passé pour avancer ». C'est-à-dire que le gouvernement belge est à la veille d'un travail où l'exécutif va arriver alors à déboucher sur un document de réparation. Ça peut prendre des formes comme le traité entre la Libye et l'Italie, avec ses 5 milliards sur 25 ans. Je ne sais pas quel sera le contenu. Mais on avance. Donc le roi a déclenché une dynamique dont le résultat sera évidemment, sûrement à mes yeux, un travail en profondeur sur la réconciliation, la réparation. En tant qu'historien, expert en histoire, pas n'importe quelle histoire, histoire nord-sud. Oui. Alors, le roi, pour bien régner, il a divisé la classe politique congolaise. Il l'a fragilisée. Quand même, déjà à l'époque, d'avant l'indépendance, il y avait déjà les gens qu'on appelait les évolués. N'est-ce pas? Oui, oui, les oui. évolués, il y a même une place qu'on appelle place des évolués. Alors, parlez-nous un peu des évolués, parlez-nous un peu des Congolantes, quelque chose comme ça. Est-ce qu'à l'époque, il y avait d'abord des Congolais? Bon, d'un côté, sous le régime d'État indépendant du Congo, évidemment, tout se faisait à Bruxelles. Le roi Léopold II choisissait qui était dirigeant. Et en fait, on dirigeait tout à partir de Brederode à Bruxelles. Et les Congolais ne voyaient pratiquement pas les grands décideurs. Ils avaient des gens que l'on envoyait pour exécuter des missions. Bon, vous aviez donc le roi et les siens, et puis les autres, les indigènes. Maintenant, durant la période coloniale, là, ils ont structuré la société alors. Vous avez d'une part les Congolans, c'est-à-dire les Belges qui allaient au Congo, mais qui n'étaient plus belges de nationalité. Les Congolans. Oui, et qui n'avaient pas de nationalité au Congo. Puis, vous avez... et eux, c'était les modèles. Mundele. Mundele, oui. Voilà. Modèle. Le mot Mundele vient de modèle. Et donc... C'était des modèles pour les Noirs. Voilà. Et alors, à ce moment-là, vous aviez
la division des Congolais en immatriculés, les gens qui avaient la carte de mérite civique, les évolués, et puis les indigènes. Et l'évolution signifiait quoi? C'est l'imitation du Mundele. Donc, Mundele Ndombe, hein, donc, c'est-à-dire que c'était la partie des Congolais qui estiment qu'ils sont dans un parcours, dans un mouvement pour ressembler au maître. Et c'est pour ça que dès le début, en 56, Conscience africaine et toute une série de choses, ils disent quelle sera notre place dans le monde de demain. À ce moment-là, le monde de demain qu'ils voient, c'est le monde de Mundele. Mais alors, donc Mundele signifie modèle. Voilà, le modèle, exactement. Mais alors, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une rupture. Il y a une rupture, c'est ce contact de Patrice Lumumba, Diomi, à la panafricaine, à la conférence panafricaine, où il rencontre Nehru, il rencontre tous ces Africains de l'époque, mais en même temps, il est en contact avec les gens qui pensent autrement, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, Patrice Lumumba pense autrement, et c'est le premier point déterminant. Après les événements du 4 janvier, à ce moment où nous allons vers l'indépendance. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler de l'histoire du Congo, une histoire très mouvementée. Nous avons reçu pour vous Abraham Mbaye Kaninda, qui est expert en histoire, nord-sud, comme vous le savez. Il est aussi internationaliste. C'est pour cette raison que nous sommes en train un peu de décortiquer cette histoire mouvementée, histoire où notre pays a été vraiment saccagé, même sur le plan, sur le plan géographique, je ne peux pas dire ça, mais le pays a été pillé systématiquement. Sa richesse est partie construire un État comme la Belgique. Ça, on ne peut pas se voiler la face. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que... quelle est la dynamique? Il y a une dynamique du capitalisme qui se développe à un moment donné, qui fait que pour que les pays capitalistes ne se détruisent pas l'un l'autre, eh bien, ils arrivent au compromis de la conférence de Berlin. Et en fait, tous ces pays vont être construits par le pillage systématique des pays connus. Voilà pourquoi l'un des éléments justement de la réparation, c'est la reconnaissance que c'est en pillant les pays du Sud que l'on s'est enrichi. C'est ça qui constitue un des éléments de la vérité. Parlez-nous brièvement un peu de cette société-là du Katanga, là. Comment ça s'appelle encore L'Union minière. L'Union minière du Katanga. Quel rôle a-t-elle joué cette union minière du Katanga? Vous avez, Léopold II crée les sociétés à charte de la loi de 1906. Ce sont des sociétés dans lesquelles on retrouve des gens qui placent lui, mais en même temps des sociétés qui vont lui procurer de l'argent et qui, notamment, vont constituer le portefeuille. Vous vous souvenez qu'à la veille de l'indépendance, on va modifier la constitution belge, la loi fondamentale, c'est-à-dire une partie de la constitution qu'on va transférer aux Congolais comme constitution, donc en mars 1960, mais on va aussi modifier toute une série de dispositions concernant la propriété, le patrimoine. Et c'est ainsi que on va jouer à la table ronde économique de manière à tromper les Congolais et dépouiller le Congo de son portefeuille. C'est-à-dire de toutes ces sociétés-là, de sa mainmise, de sa possession de toutes ces sociétés-là, qui changent en fait de nationalité. Et parmi elles, la plus puissante, c'est l'Union minière et tous les satellites. C'est un symbole quand même assez parlant que le discours original prononcé par Patrice Emery Lumumba, l'original, annoté de ses mains. On l'a retrouvé dans les coffrets de l'Union minière. Mais pas dans les archives belges, même, disons, congolaises. C'est quand même regrettable. C'est-à-dire qu'on a voulu falsifier la vérité jusqu'à ce point-là. Voilà pourquoi l'un des éléments de ce contentieux-là, c'est justement le problème de la vérité. Merci beaucoup, monsieur Abraham. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission spéciale. Il y a une question qui me taraude un peu l'esprit. Je voulais savoir, l'argent congolais, les troupes congolaises,
qui ont fait un grand travail lors de la guerre de libération de certaines nations. Vous connaissez ces nations-là qui ont été libérées par l'argent congolais et par les troupes congolaises. Est-ce que ces nations-là nous sont redevables de quelque chose? En 1943, le gouverneur général Rickmans parle au conseil du gouvernement en parlant justement des Congolais, en disant ils ont souffert de la guerre comme nous, ils se sont battus comme nous, mais ils ont plus souffert que nous de cette guerre. Et cette souffrance du Congolais, c'est une créance sur l'avenir, c'est une dette sur l'avenir que la Belgique devra honorer. C'est-à-dire que il faut bien se souvenir qu'en 18 jours, Hitler s'empare de la France, de la Belgique, des Pays-Bas. En 18 jours, les Stukas sont sur les millions de réfugiés qui courent les rues et tout est fini. Le gouvernement belge est à Londres. Ils ne savent pas quoi faire. Et c'est le Congo, justement, qui va venir au secours de la Belgique. 75% des richesses de la Belgique viendront du Congo en ce moment-là. Mais on va notamment avoir des négociations, des accords de 21 à 44 qui vont transformer en somme la Belgique en un sous-produit du Congo. C'est-à-dire la monnaie belge sera alignée sur le franc congolais. Voilà. Mais en même temps, ce sont les Congolais qui vont aller à Sayo, à Tabora, partout, vont vraiment renforcer, remporter des victoires décisives. À partir de Kinshasa, vous les voyez aller à l'ouest, vers tout ce qui survit au régime de Vichy. Vous les voyez aller également au Proche-Orient, vous les voyez aller en Indochine, et ce sont ces troupes congolaises qui vont libérer Kigali. Donc l'Éthiopie et donc et ils amènent même des noms ils amènent des noms, mais en même temps les soldats congolais qui vont de Kigali vers le Congo, et c'est ainsi que vous verrez beaucoup de Congolais dont les mamans sont d'origine Tutsi, voilà. Parce que les parents d'origine congolaise, c'est le produit de cette guerre mondiale, de ces victoires-là. Et ce Congo, c'est ce Congo qui finance aussi l'effort de guerre des Alliés de la Première, la Deuxième Guerre mondiale, pour répondre à votre question sur la redevabilité. Et en même temps, c'est ce Congo qui donne l'uranium de Shinkolobwe, qui permet à ce qu'on puisse faire plier genoux au Japon. Nous ne pouvons pas terminer cette émission sans toutefois aborder l'histoire. Est-ce que nous avons des relations avec les Haïtiens? Oui, mais c'est une très belle histoire. L'histoire avec Haïti commence avec un drame. Ce drame, c'est lorsqu'à la bataille d'Ambouila, dans le royaume du Congo, le roi est tué, sa tête est emportée à Lisbonne, et c'est fini. On s'imagine que c'est fini pour le royaume du Congo. Puis surgit cette jeune Béatrice Kimpavita, une jeune fille d'une vingtaine d'années qui s'est guerroyée, qui remobilise toute une nation. Le Congo à l'époque couvre le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, le Cameroun, l'Angola, et qui parvient à remettre le roi en place. On la tue, on la brûle vive. Mais ce qui se passe, c'est que les esclaves que l'on prend alors au royaume du Congo, parce qu'ils sont plus robustes sur les champs, viennent de ces zones-là. Mais quand ils traversent, notamment vers Haïti, c'est avec des chants de Béatrice Kimpavita. Voilà. Et ce sont ces Congolais qui, arrivés à Haïti, vont constituer l'armée forte qui va vaincre Napoléon à la bataille de Vertières. Vraiment. Voilà pourquoi Napoléon a été vaincu par des Congolais avant Waterloo. Et ce sont ces mêmes Congolais qu'on va prendre pour aller jusqu'en Amérique latine. Ce sont ces mêmes Congolais qui seront dans les premières révolutions noires aux États-Unis pour la liberté. Ce sont ces Congolais qui libèrent le monde. Vraiment. Et donc, je parlais avec l'ambassadeur d'Haïti à Bruxelles qui me disait il faudrait absolument qu'on fasse une conférence à deux à Bruxelles devant tout le monde pour expliquer cette histoire. Je lui disais, mais Excellence, lorsque Patrice Lumumba a demandé que l'on vienne nous aider parce que la coopération belge était partie, vous,
les Haïtiens, vous étiez les premiers à être venus. Moi, quand j'étais à l'Athénée de la Gombe, j'ai eu des professeurs haïtiens. Ils disent pourquoi? Mais parce que Haïti se souvenait. Et certains disent même que l'hymne national au départ était en Kikongo, etc. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire? L'hymne national de l'Haïti. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que le Congo est un géant qui s'ignore. Le Congo est un géant qui s'ignore, c'est-à-dire c'est par le Congo que sont venus l'essentiel des révolutions, à la fois haïtiennes, le premier pays indépendant, mais aussi l'Amérique latine par toutes les diasporas qui se sont développées là-bas. Mais en même temps, c'est ce Congo qui a libéré par sa fortune, par ses forces, par son énergie, tout l'Occident de l'emprise hitlérienne. Aujourd'hui, c'est ce Congo qui possède l'essentiel du coltan, c'est-à-dire la nouvelle matière première de la nouvelle époque de la domination mondiale. Voilà pourquoi nous subissons les problèmes de l'Est. Merci beaucoup, M. Mbaye. Nous terminons par là pour aujourd'hui parce que c'est la première partie de notre entretien. Nous n'avons pas encore évoqué vérité et réconciliation avec la présence du roi des Belges ici à Kinshasa. Nous n'avons pas encore évoqué cette question. Nous n'avons pas encore parlé de typotype, quel a été son rôle dans l'esclavage et puis tout ça. Nous allons parler ça dans notre deuxième édition de ce plateau spécial. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci à Daniel Chisungu, merci à Bomboussa, merci à l'équipe technique qui m'a tenu compagnie pour réaliser cette émission. Au revoir.